journée classique courant février dans l'hôpital MSF situé dans le nord-est de la Syrie, dans la région d'Idlib. Au bloc, la chirurgienne opère un jeune homme. Il a reçu un éclat d'obus dans le cou. Une fois sa plaie nettoyée, l'équipe chirurgicale doit ensuite changer les pansements d'un enfant brûlé. Il portait un bidon d'essence. Il en a versé sur le feu et tout à coup le bidon a explosé. L'absence de carburant de bonne qualité, le raffinage artisanal de pétrole cause de nombreux accidents parmi la population civile. Depuis cet hiver, l'équipe reçoit en moyenne un brûlé tous les 2 jours. L'hôpital a ouvert ses portes il y a 1 an. Plus de 1300 interventions chirurgicales y ont déjà été pratiquées. Quand il a été ouvert, l'hôpital se trouvait à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front et du coup il y avait énormément de patients, de blessés qui arrivaient de manière assez régulière et fréquente. Par la suite, la situation elle a pas mal évolué. Les lignes de front se sont quand même pas mal éloignées de l'hôpital et du village où on travaille. Plus près du front, MSF soutient directement 2 postes médicaux, avec de la formation notamment. Dans ces structures, les Syriens qui continuent à offrir des soins travaillent dans la plus grande discrétion, car de nombreux hôpitaux ont été détruits, ciblés par les tirs du régime. Nous sommes ici dans le sous-sol d'un immeuble dans la région d'Idlib. C'est du personnel qui n'est pas médical ni paramédical. Il y a 2 dentistes qui travaillent dans ce poste médical avancé. Puis après, c'est des volontaires non médicaux qui se forment et qui se sont formés depuis 2 ans maintenant aux soins médicaux. Il y a une activité de gestion des urgences, donc avec stabilisation des patients, des blessés, et puis référence vers une structure hospitalière. Donc c'est un peu tout parce qu'il n'y a pas d'autres structures dans le coin qui fait quoi que ce soit au niveau médical. MSF offre aussi des médicaments et du matériel médical à 19 structures de soins dans le nord du pays. Les Syriens qui y travaillent sont exposés quotidiennement aux horreurs de la guerre. En octobre dernier, un avion est venu et a bombardé un bâtiment. À l'intérieur, il y avait 42 enfants. 4 ou 5 familles vivaient dans ce bâtiment. Quand on est entré, les 42 enfants étaient tous morts. Il y avait des garçons et des filles. On a essayé de les amener jusqu'à l'hôpital de campagne dans lequel nous travaillons. Ce qu'on a vu, c'était quelque chose de terrible. La violence extrême du conflit entraîne aussi des mouvements de population. Plus de 4 millions de personnes sont déplacées dans le pays. Certaines s'installent dans les zones les moins dangereuses, comme celle où se trouve l'hôpital. Face à cet afflux de population, l'équipe doit diversifier ses opérations. On a développé plusieurs activités différentes. Donc la première, ça a été la campagne de vaccination qui s'est faite en février donc pour une vaccination rougeole et polio. La deuxième activité externe, c'est les activités d'eau et d'assainissement qu'on a sur le camp de déplacés à côté du village où on travaille, avec une petite activité de chloration d'eau dans ce camp, et puis la mise en place de 50 latrines et de 50 douches. En février dernier, une équipe a aussi installé une banque de sang pour faciliter le travail des hôpitaux dans la région d'Alep. En mai, un nouvel hôpital MSF a également ouvert ses portes dans la zone. D'autres projets sont en vue, mais l'insécurité et la multiplicité des interlocuteurs sur le terrain en compliquent la réalisation. Début 2013, entre 1000 et 3000 Syriens arrivaient chaque jour en Jordanie. Le camp de Zaatari, à 20 km de la frontière, a ouvert ses portes en juillet dernier. Depuis, de nouvelles tentes ne cessent d'apparaître. Début mai, plus de 100 000 réfugiés vivaient ici. Au traumatisme de la guerre s'ajoutent les difficultés de la vie dans un camp en plein désert. Cette femme est arrivée avec ses 6 enfants et une bonne partie de sa famille. On a mis 1 jour et demi pour arriver jusqu'ici parce qu'il y avait beaucoup de checkpoints. Chaque checkpoint, c'est 1 heure d'arrêt. Une trentaine de familles sont parties en même temps que nous. Nous avions nos passeports, mais on n'est pas passé par la frontière officielle parce que des gens nous ont dit qu'on ne pourrait pas passer.
On était obligés de voyager comme des trafiquants. Plus de 450 000 réfugiés vivent en Jordanie. Si le rythme des nouvelles arrivées reste stable, le pays estime à 1 million le nombre de réfugiés sur son territoire fin 2013. Plusieurs organisations sont présentes à Zaatari pour répondre aux besoins des réfugiés. En mars 2013, MSF y a ouvert un hôpital pédiatrique pour les enfants âgés de moins de 10 ans. De nombreux Syriens se sont aussi installés dans la capitale jordanienne Amman ou ses environs. MSF gère ici un hôpital de chirurgie reconstructive. Lancé en 2006, ce programme cible à l'origine les Irakiens blessés par la guerre et qui ne peuvent recevoir de soins appropriés dans leur pays. Depuis le début du conflit syrien, les blessés se voient aussi offrir des soins. Depuis le début de l'année, il y a de plus en plus de Syriens qui arrivent dans l'hôpital. Nous avons augmenté le nombre de patients dans le projet. Nous avons en permanence autour de 300 patients et un tiers d'entre eux sont syriens. Cela fait donc une centaine de patients de cas chirurgicaux. La moitié d'entre eux vit à Amman, ce qui change pour nous. La plupart de nos patients irakiens et yéménites, si ce n'est la totalité, sont hébergés dans les logements de notre centre de rééducation. Mais les Syriens ont de quoi faire face. Ils ont leur famille et ils vivent en dehors de nos structures. De nombreux patients ont été pris en charge ici à leur arrivée en Jordanie. Une fois admis, ils reçoivent des soins chirurgicaux et un suivi post-opératoire. Ils peuvent aussi profiter de sessions de physiothérapie et d'un soutien psychosocial. À cause de cette guerre terrible qui se poursuit, il y a une forte augmentation des troubles de stress post-traumatiques. Ces troubles sont causés par la torture en prison, ou par la pression que doivent supporter ceux qui ne sont pas impliqués dans les combats. Cet homme est seul à Amman. Sa femme et ses 7 enfants sont restés dans le camp de Zaatari. Blessé au bras en Syrie en novembre dernier, il attend sa 5e opération. Je dormais avec ma femme et mes enfants. Soudain, il y a eu une explosion tout près de la maison. Heureusement, mes enfants vont bien. Nous avons dû quitter la maison et grâce à Dieu, nous sommes arrivés en Jordanie. Comme cet homme, des centaines de milliers de Syriens ont quitté leur pays dans l'urgence, souvent en laissant tout derrière eux et n'ont plus aucun moyen de subsistance. Pour les pays d'accueil, la Jordanie, mais aussi la Turquie, le Liban et l'Irak, le poids que représentent les réfugiés et les risques de débordement du conflit constituent un véritable défi. Et la situation s'aggrave de jour en jour. Le camp de Yida se révèle depuis le ciel. Plus de 75 000 réfugiés soudanais vivent ici et l'aide humanitaire reste leur seul moyen de survie. MSF est présente à Yida depuis décembre 2011 pour fournir une aide médicale aux réfugiés qui fuient la région du Sud Kordofan, où les forces armées soudanaises affrontent le mouvement pour la libération du peuple soudanais. L'intervention des humanitaires à Yida est compliquée, car le nombre de réfugiés varie sans cesse et les arrivées se font par vagues difficiles à anticiper. Entre mai et juillet 2012, au plus fort de la saison des pluies, la population du camp a été multipliée par 4. Jusqu'à 1000 personnes arrivaient ici quotidiennement après des jours de marche. Quand il pleut, on s'abrite avec nos voisins. Quand la pluie s'arrête, on retourne dehors et on dort par terre, à même le sol. Les inondations ont rendu l'approvisionnement du camp extrêmement compliqué. Les organisations humanitaires ne s'étaient pas préparées à cette crise. Durant l'été, la mortalité a largement dépassé le seuil d'urgence. Jusqu'à 5 enfants décédés chaque jour.
Les conditions d'hygiène pour les habitants du camp se dégradent très rapidement. Plus précisément, l'accès à l'eau, l'accès aux latrines, s'est vraiment dégradé sur cette période. Et je pense que c'est la principale cause de la crise sanitaire à laquelle notre équipe médicale fait face tous les jours. Le plus dur de la crise est maintenant passé, mais de nouveaux problèmes surgissent. Le camp est proche des zones contrôlées par les rebelles de l'autre côté de la frontière. Un autre site a donc été ouvert plus à l'est pour tenter de décongestionner Yida. Les réfugiés n'ont pas l'air de vouloir se rendre dans le nouveau camp, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ils sont inquiets de la situation sécuritaire là-bas. Deuxièmement, ils ont leur famille qui vit ici. Et ils se sont aussi construits des maisons en briques. Donc, l'idée d'être à nouveau déracinés après avoir dû quitter les monts Nuba n'a pas l'air de les tenter. Yida reste donc surpeuplée et la saison des pluies approche de nouveau. Les acteurs humanitaires, et notamment MSF, doivent vraiment se préparer en termes de latrines. Des puits sont aussi en train d'être creusés et j'espère qu'il y aura suffisamment de ressources en eau et assainissement pour les gens qui vont arriver. Parce qu'une fois qu'il commence à pleuvoir sérieusement, on ne peut plus faire grand-chose. Le manque de latrines, de points d'eau et de manière plus générale les mauvaises conditions d'hygiène qui persistent dans le camp laissent à penser que cette année de nouveau, la saison des pluies posera de sérieux défis médicaux et logistiques aux équipes. La constitution d'un stock de médicaments et la construction d'un hôpital en dur devraient permettre d'y répondre, au moins en partie. Une ligne droite partage le Mali en deux. Voilà la situation en avril 2012. Au sud, un gouvernement fragile. Au nord, des groupes islamistes armés. Les équipes MSF présentes dès le mois de janvier 2012 commencent à travailler à l'hôpital de Tombouctou en avril. Elles soutiennent aussi les centres de santé de la région. Dès que les nouveaux maîtres sont arrivés dans la ville de Tombouctou et en général dans la région de Tombouctou, MSF a initié le dialogue avec ces groupes, bien sûr avec l'objectif d'assurer la sécurité de notre personnel et des patients. Dans la région, l'accès aux soins était déjà difficile avant le début du conflit. Il se dégrade rapidement. Il n'y a pas eu des épidémies, on n'a pas pris en charge des milliers de gamins avec la malnutrition aiguë, mais c'est clair qu'il y avait un désert sanitaire avec le changement de la situation sécuritaire et il y avait un départ quand même des cadres de certains hôpitaux et des structures de santé. Il y avait un problème d'approvisionnement de médicaments et du matériel médical. Donc le système de santé était fortement perturbé. Donc notre présence était plus que indispensable. L'intervention militaire franco-malienne, qui débute en janvier 2013, provoque le départ des groupes armés de Gao, Kidal et Tombouctou. Mais la situation ne retourne pas pour autant à la normale. Le personnel de santé ne se précipite pas pour entrer au nord. Les prix explosent et l'insécurité reste endémique. Dans ces conditions, les 460 000 personnes déplacées au Mali ou réfugiées dans les pays voisins n'ont pas l'intention de rentrer chez elles. Pourtant, leurs conditions de vie sont précaires. À Mbera, en Mauritanie, plus de 70 000 réfugiés s'entassent en plein désert. Nos enfants sont malades, les traitements sont difficiles. Il nous manque quand même de latrines et de l'eau. De l'eau, de la nourriture, des médicaments et des soins particulièrement pour les enfants et les femmes enceintes. Les besoins sont immenses et l'aide insuffisante. Une enquête nutritionnelle menée par MSF en novembre 2012 a révélé des taux de malnutrition aigus de 17%. À Mbera, tout comme au Niger ou au Burkina Faso, MSF offre des soins aux populations locales comme aux réfugiés. Leur travail risque de durer encore longtemps. « 24 mars 2013. Après avoir menacé le pouvoir pendant quelques mois, les colonnes des rebelles du Séléka entrent dans Bangui et poussent le président François Bozizé à fuir. La capitale centrafricaine est en proie au pillage et aux violences. MSF, présente dans le pays depuis plus de 15 ans,
prend en charge les blessés. En mars, on est intervenu au niveau de l'hôpital communautaire avec un support pour la chirurgie, pour les blessures engendrées par la prise du pouvoir, donc les plaies par balle et par arme blanche, ou tout simplement par bastonnade aussi. Grosso modo, il y a environ 800 personnes jusqu'à aujourd'hui qui sont passées par les urgences. Les deux autres hôpitaux MSF, Apawa et Karno, sont peu touchés par la violence et ils continuent de fonctionner normalement. Mais à Bangui, l'insécurité menace le travail des équipes. Les bureaux et la résidence des expatriés ont été pillés, pas de violence physique cependant. La sécurité, que ce soit en Bangui, s'améliore progressivement, mais ça demeure excessivement aléatoire. Et il y a encore, malgré tout, à tous les jours, des tirs sporadiques en ville, encore des pillages. Pas sur la même ampleur qu'il y a un mois, mais tout de même, c'est toujours présent. Et les déplacements par la route à l'intérieur du pays demeurent aussi dangereuses, puisqu'il y a des éléments incontrôlés du CDK qui rançonnent, en fait, soit la population, soit les ONG. Mi-avril, MSF a appelé toutes les parties à respecter l'accès aux soins des patients, le personnel médical et les infrastructures. L'aide humanitaire est déjà très insuffisante et des milliers de personnes ont besoin de soins. Au niveau du personnel infirmier ou du personnel de santé du ministère, peu de gens sont vraiment maintenant sur les lieux de travail. Les médicaments et les fournitures médicales ne sont plus accessibles à l'intérieur du pays. Et on a la saison des pluies qui va revenir tout bientôt avec son cortège de malheurs, la malnutrition et le paludisme qui va venir. Et là, honnêtement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et on craint une crise d'une ampleur encore plus grande pour les prochains mois. La crise que connaît la République centrafricaine n'est pas nouvelle. Cela fait 20 ans qu'elle frappe le pays en silence. Bien avant le mois de décembre dernier, la RCA souffrait déjà d'une urgence médicale chronique. Aujourd'hui s'ajoute à cela le flot des Centrafricains qui quittent leur pays. Le Tchad voisin, qui accueille des réfugiés depuis le début de la crise, a vu 10 000 personnes franchir la frontière en quelques jours, début avril. Venus du nord, ils racontent les villages attaqués et brûlés, les proches tués. Pour survivre, les femmes du camp de Kanya-Ruchinia vendent du bois, quelques branches ramassées dans les environs et qui assureront leur survie jusqu'à la prochaine distribution de nourriture. Nous sommes à quelques kilomètres au nord de Goma, en octobre 2012. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la zone et ont poussé des milliers de personnes sur les routes. L'équipe des M23 qui nous menaçait du jour au jour, même pendant la nuit, de violer nos filles et nos femmes. Et nous tabasser du jour au jour, nous les hommes. Je n'ai rien maintenant, je n'ai rien, absolument rien. Je vis au départ des autres. Au total, près de 500 000 personnes ont été déplacées par le conflit depuis avril 2012. L'aide humanitaire est insuffisante, la population vulnérable. Il n'y a pas un bon approvisionnement en eau potable, il n'y a pas de latrines, même aussi il n'y a pas aussi des aliments pour les déplacés ainsi que les résidents. Et comme conséquence, nous avons des cas de malnutrition, nous avons des cas des infections respiratoires. Bref, nous avons toutes les maladies à potentiel épidémique. MSF a assuré durant 6 mois jusqu'en décembre les soins de santé primaires dans ce camp. Elle a également pris en charge les victimes de violences sexuelles, vacciné les enfants contre la rougeole et installé un centre de traitement du choléra. Les équipes interviennent aussi dans l'hôpital de Rutshuru. Avec les événements qui se passent dans la région, on a eu une augmentation des activités au niveau du bloc opératoire. On a reçu pendant la période chaude beaucoup de blessés par arme à feu. L'évolution du conflit ne cesse de brouiller les cartes. Fin 2012, le camp de Kanya-Ruchinia ferme. Un autre ouvre, à l'ouest de Goma cette fois.
Les équipes MSF se déplacent avec les victimes du conflit. C'est devenu habituel à Mogadiscio. Des hommes en armes partout, y compris pour protéger les équipes MSF. La capitale somalienne plantée au bord de la mer ressemble à un champ de ruines. La situation s'améliore certes, mais très lentement, et la violence reste le lot quotidien des habitants. Le mois d'avril, les militants Shebab ont été repoussés de la ville, et donc à ce titre, il n'y a pas de conflit, mais il y a aussi moins d'assassinats, d'engins explosifs ou d'attentats qui sont perpétrés. Malgré tout, c'est pas parce qu'ils ont diminué qu'il n'y en a pas du tout. Donc la situation reste toujours sensible. Et l'un des principaux risques sur Mogadiscio, c'est vraiment d'être au mauvais endroit au mauvais moment et d'être victime d'un attentat qui ciblerait l'AMISOM ou le gouvernement en place. L'hôpital MSF de Denilé a dû fermer ses portes pendant 6 mois, jusqu'en septembre 2012, car il se trouvait dans une zone de combat. Salam alaikum. Depuis la reprise, 500 interventions chirurgicales ont eu lieu ici. Donc cet enfant a été amené de Merka après une explosion. Donc quand il était venu, il était inconscient. Il a eu une fracture au niveau du bras, une plaie au niveau de la jambe. Une grave crise nutritionnelle a frappé la Corne de l'Afrique en 2011. Depuis, la situation s'est améliorée, mais l'équilibre sanitaire reste fragile. Des épidémies de rougeole et de choléra peuvent s'ajouter au tableau. Au cours de l'année 2012, on a travaillé sur 5 sites dans la ville de Mogadiscio. Devant l'arrivée de nouveaux acteurs qui faisaient des soins externes, des soins primaires, et aussi par notre volonté de réduire notre exposition dans cet environnement-là qui représente quelques risques, on s'est focalisé sur l'hôpital de Jazeera. Donc l'hôpital qui compte une 40aine de lits, l'activité qui a monté en flèche à la fin de l'année, c'est la maternité. Au début de l'année 2013, on fait environ 6-7 accouchements par jour à Jazeera. 2 millions de Somaliens ont quitté leur foyer à cause des combats. Plusieurs centaines de milliers de déplacés vivent aujourd'hui à Mogadiscio, comme dans le camp de Jazeera. Ailleurs dans le pays, de vastes zones restent inaccessibles aux acteurs humanitaires. 2 volontaires de MSF, Blanca Thiebo et Montserrat Serra, sont toujours détenus en Somalie, plus de 20 mois après leur enlèvement dans le camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya. MSF appelle à leur libération immédiate et sans condition. On trouve le pion dans plusieurs pays africains, y compris le Congo, ainsi que la RCA et le Cameroun, les pays voisins. Ça affecte les hommes et les femmes également, mais il favorise plutôt les enfants. Briefing des équipes à Bétou, dans le nord-est du Congo-Brazzaville. Une trentaine de personnes au total qui s'apprêtent à sillonner la forêt tropicale pendant un mois à la rencontre des populations pygmées, les Aka. Ces derniers sont fortement touchés par le pian. Cette maladie infectieuse provoque des lésions de la peau avant d'attaquer les os et les cartilages. Longtemps oubliée, cette maladie est non mortelle mais très invalidante. Cette maladie bactérienne, en fait, touche principalement des milieux défavorisés. Déjà, on a un moyen simple de la traiter et de l'éradiquer avec une azithromycine, un médicament qui se donne en dose unique et qui a une très bonne efficacité, une très bonne tolérance, un médicament qui est connu depuis longtemps, qui est sûr et qui permet justement d'éradiquer cette maladie chez une population qui est difficilement accessible d'habitude par les différents services de santé. Les pygmées, justement, sont très isolés. Ostracisés par le gouvernement congolais, ils vivent dans de petits villages difficiles d'accès. MSF décide de fournir de l'azithromycine à toute la population, estimée à près de 20 000 personnes, afin de faire disparaître la maladie. C'est pour ça qu'on a développé une stratégie assez lourde en termes logistiques, en termes d'équipe et d'équipement. On a le temps, on passe village par village pour
pour traiter tous les patients. Ce qui signifie emprunter des moyens de transport variés. En voiture, en pirogue ou à pied, les 3 équipes ont traité près de 17 500 personnes. 3 mois plus tard, des équipes sont retournées dans les zones les plus fortement touchées pour s'assurer que tout le monde a bien reçu une dose d'antibiotiques. Seul moyen d'éradiquer totalement la maladie. 5000 personnes supplémentaires ont ainsi été traitées. Dernière étape, passer le relais. MSF veut montrer que cette expérience peut être répétée là où le pian est encore présent, même dans des régions isolées. Une partie de l'équipe s'est rendue à l'OMS pour partager les enseignements tirés de cette campagne. Au Congo, c'est désormais au ministère de la Santé de prendre le relais de ce projet. Du côté de MSF, on pense aussi à renouveler l'expérience dans de nouveaux pays. En 2012, une mobilisation humanitaire sans précédent a permis de soigner plus de 900 000 enfants sévèrement malnutris au Sahel, un record pour cette région. MSF y a contribué en soignant quelques 30 000 enfants au Niger, au Tchad, en Mauritanie et au Burkina Faso par des programmes réguliers et des interventions d'urgence. Tout laisse à penser qu'une nouvelle année difficile attend les enfants en 2013. La crise est permanente au Sahel, seule son intensité varie d'année en année. Combien d'années d'affilée est-ce qu'on va parler crise au Sahel? Et combien d'années est-ce qu'on va continuer à faire la même chose et s'attendre à un autre résultat? Je pense qu'il est temps d'y s'y prendre autrement. On sait que chaque année, durant la saison des pluies, les enfants arrivent amaigris, malades du paludisme dans les centres de santé, et on peut développer des approches en amont qui sont beaucoup plus globales. MSF a donc mis en place un projet au sud du Mali. Baptisé RONI, pour recherche opérationnelle en nutrition intégrée, il offre une prise en charge à la fois préventive et curative des principales maladies meurtrières aux enfants âgés de moins de 2 ans. Quand nous fournissons le supplément alimentaire qui est le plein pudose, la moustiquaire, la vaccination, l'enfant se retrouve au bout de 2 ans très en forme et peut poursuivre son développement sans grand souci. C'est ici, dans le cercle de santé de Konseguela, que le projet est né. En 2012, 2000 enfants ont complété leur parcours avec MSF. Je donne 2 cuillerées de suppléments chaque jour à mon enfant. Et en plus, dans la semaine, je lui donne des repas riches, par exemple à base d'œufs. Ceci aide beaucoup l'enfant. En plus du supplément, ça lui donne de la force. Ça a également diminué les fièvres, les petites maladies et aussi il a marché très tôt. C'est ce que j'ai remarqué avec le supplément. Un enfant sur 5 décède avant son 5e anniversaire au sud du Mali. Depuis l'introduction de ce projet, le taux de mortalité des enfants à Konseguela a diminué, la malnutrition chronique aussi. Cette prise en charge globale de la santé infantile est une première pour MSF et les résultats incitent à étendre l'expérience. Chaque été au Mali, le même scénario se répète. Saison des pluies égale recrudescence du paludisme et décès de nombreux enfants. Mais en 2012, 3 lettres ont suffi pour changer les termes de l'équation. Ces 3 lettres, CPS, pour chimioprévention du paludisme saisonnier. Jusqu'à présent, quand les enfants avaient un paludisme, on pouvait seulement les traiter quand ils étaient déjà malades. Mais cette année, on a pu commencer un traitement préventif. Alors, pendant la saison pluviale, la saison là où il y a le plus de palud, au début du mois, on leur donne un traitement qui va prévenir le paludisme. Pendant 3 mois, les équipes ont distribué le traitement préventif au Tchad et au Mali à 170 000 enfants. Dans le district malien de Koutiala, Ami Diabaté fait partie des bénéficiaires. Avant, mes enfants avaient régulièrement des fièvres. Depuis qu'ils ont commencé à prendre ces médicaments, ils n'en ont quasiment plus eu. Chaque comprimé protège un enfant pendant 1 mois. Dans les régions où le paludisme est endémique, l'impact des distributions se fait ressentir immédiatement. Le constat effectué au niveau des structures de santé périphériques et aussi bien à l'hôpital est vraiment satisfaisant en termes de réduction
du nombre de cas de paludisme dans cette tranche d'âge de 3 à 59 mois. On assiste à une diminution de plus de la moitié des cas de paludisme simple et de paludisme grave. La mortalité, quant à elle, suit de façon systématique ou bien de façon identique cette tendance. La CPS ne permettra pas à elle seule d'éradiquer le paludisme, mais c'est un outil efficace de lutte contre la maladie. Au final, le nombre de cas de paludisme simple et compliqué a diminué de 70% dans les structures MSF. Cette stratégie sera renouvelée à l'été 2013 au Mali et au Tchad. Les équipes espèrent dans le même temps obtenir plus de données sur son impact et ses limites. Je suis devant la Cour suprême. L'appel de Novartis vient d'être rejeté. Cela signifie que l'Inde continuera à produire des médicaments. C'est une grande victoire. New Delhi, le 1er avril 2013. Médecins sans frontières célèbre l'aboutissement d'une lutte qui a commencé 7 ans plus tôt. Novartis conteste devant la justice indienne la clause de santé publique figurant dans la loi sur les brevets. Si cette clause sautait, beaucoup de médicaments génériques redeviendraient brevetés, et donc des médicaments essentiels ne seraient plus produits en Inde. La production de médicaments génériques, voilà l'enjeu de la bataille judiciaire qui démarre en 2006. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est le mécanisme baptisé evergreening. L'evergreening, c'est une parade trouvée par les grands laboratoires afin de renouveler les brevets de leurs médicaments au bout de 20 ans. Quand le brevet s'arrête, d'autres producteurs entrent sur le marché et se font concurrence. Bingo, c'est là que les prix baissent et que les médicaments deviennent abordables pour tous. Mais les compagnies pharmaceutiques veulent plus de profit. Alors, ils changent légèrement leurs médicaments et reposent un brevet pour 20 ans de plus. L'evergreening, c'est ça. L'Inde est justement un pays producteur de médicaments génériques et entend se protéger de pratiques telles que l'evergreening. C'est ici qu'intervient l'article 3D de la loi sur les brevets. L'article 3D empêche les compagnies d'ajouter des modifications mineures à des médicaments déjà existants afin d'étendre leur monopole au-delà de 20 ans. Cette pratique empêche l'accès à des médicaments génériques abordables en Inde et dans les pays en développement. Les industriels râlent et c'est ainsi que commence le cas Novartis en 2006. L'histoire commence avec le médicament de Novartis, le Glivec, qui était contesté en Inde. Le Glivec était disponible depuis les années 90, mais Novartis n'avait pas déposé de brevet en Inde avant 2005. La demande de brevet de Novartis était justement ce que l'article 3D cherche à empêcher, cette toute petite modification sur un médicament déjà existant. Le système de brevet indien a donc dit, en substance, que le Glivec ne méritait pas d'être breveté. La bataille autour de l'article 3D commençait. Novartis ne baisse pas les bras et la lutte pour le Glivec n'est que la première étape d'un long combat. Quand Novartis a été débouté par la Cour des brevets, l'entreprise n'a pas accepté le verdict et a fait appel devant la Cour de Madras. À ce moment-là, le gouvernement indien et la société civile ont commencé à s'inquiéter. Quand la Cour de Madras a confirmé la décision de la Cour des brevets, Novartis n'a pas abandonné. Le laboratoire a mis la pression sur le gouvernement et les médias indiens et a porté l'affaire devant une autre juridiction. Le laboratoire a encore perdu. Novartis est allé, en dernier recours, devant la Cour suprême indienne. Pendant ce temps, MSF, qui n'a cessé de s'inquiéter des manœuvres de Novartis, ne désarme pas et emploie tous les moyens à sa disposition pour alerter l'opinion publique. Manifestations, flash mob, street art. Car cette action judiciaire vise à changer les termes de la loi, les rendre flous, en résumé, les vider de leur substance. L'Inde est la pharmacie des pays en développement. Pour MSF, pour les gouvernements, pour les bailleurs de fonds, la disponibilité des médicaments et des vaccins à bas coût est essentielle pour traiter des patients dans le monde entier. Si Novartis avait gagné ce procès, l'approvisionnement en médicaments abordables aurait pris du retard. Et pour nos patients, cela veut dire attendre plus longtemps, souffrir plus longtemps et mourir de maladies que nous savons traiter aujourd'hui. Mais le 1er avril, donc, le verdict est tombé et Novartis a été débouté de sa demande. Pour l'INA, pour MSF, pour tous les acteurs impliqués, pour des millions de malades dans les pays en développement, c'est une victoire.
Les menaces qui pèsent sur la production de médicaments génériques ne cesseront pas, mais le danger le plus immédiat vient d'être écarté. Enfin, de bonnes nouvelles sur le front de la tuberculose. Après plusieurs décennies sans la moindre innovation, les médecins disposent de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques. Tout d'abord, un nouveau test, le GeneXpert, qui accélère le diagnostic et permet de savoir si le patient est atteint d'une forme résistante de la maladie. Puis, début 2013, une nouvelle molécule. Un nouveau médicament, la bédaquiline, a été provisoirement enregistré pour le traitement des patients atteints de tuberculose résistante. Mais il est toujours en phase d'essai clinique et donc il ne peut être utilisé que dans un usage compassionnel. Ça veut dire que nous pouvons donner ce médicament à des patients qui n'ont plus d'autre option de traitement avant qu'il ne soit disponible sur le marché. En 2010, MSF a traité plus de 30 000 personnes atteintes de tuberculose. Chaque jour, les équipes sont confrontées à d'innombrables obstacles. Il faut d'abord diagnostiquer la maladie, ce qui s'avère compliqué dans un certain nombre de cas, chez les enfants par exemple. Les soins ensuite. Pour les patients qui souffrent de tuberculose résistante, le traitement sera long, douloureux, difficile à observer et sans garantie de succès. S'il échoue, il ne reste aucune option, si ce n'est désormais intégrer la bédaquiline dans un nouveau protocole. L'Arménie a mis en place la réglementation qui permet un usage compassionnel. Avec le soutien des MSF, les autorités ont obtenu de la compagnie pharmaceutique le droit de traiter 8 patients. 6 d'entre eux prennent déjà le médicament. Chez ces patients, le traitement habituel de la tuberculose résistante a échoué. Ils ont enduré des années d'injections, de nombreuses pilules, des effets secondaires, et ça n'a pas marché pour eux. Donc, c'est leur dernière chance. La bédaquiline n'est pas pour autant la solution miraculeuse. C'est juste un pas en avant. On ne sait pas grand-chose de ce médicament, son efficacité ou ses effets secondaires. Et nous avons besoin de bien plus qu'une seule molécule. Ces quelques progrès pourraient préfigurer de réelles avancées dans le traitement de la tuberculose. Il y a d'autres molécules en vue et nous espérons de nouvelles recherches dans les années à venir, des médicaments qui formeront un nouveau protocole thérapeutique contre la tuberculose résistante. Un traitement avec moins d'effets secondaires, plus court, moins cher et plus efficace. Si c'est le cas, nous pourrons augmenter le nombre de patients qui reçoivent le nouveau protocole thérapeutique. L'Organisation mondiale de la santé estime à 450 000 le nombre de nouveaux cas de tuberculose multirésistante chaque année. Pourtant, seule une proportion infime de malades reçoit actuellement des soins appropriés. L'accessibilité des nouveaux traitements sera donc une réelle urgence pour les équipes médicales. En décembre dernier, Médecins sans frontières, le DNDi et l'école de médecine de Mount Sinai se réunissaient autour du thème de l'innovation médicale. Le but, faire le bilan des recherches menées depuis une dizaine d'années sur les maladies négligées. Il y a un petit sursaut quantitatif. Il profite essentiellement à la malaria et aux maladies diarrhéiques. Les maladies tropicales en elles-mêmes, la leishmaniose, la maladie du sommeil et bien d'autres, restent extrêmement négligées. Durant la période qui va de 2000 à 2011, MSF a participé au développement de plusieurs innovations, en a soutenu d'autres, a commencé à en utiliser de nombreuses. Ce qui nous a amené sur ce sujet de l'état de la recherche pharmaceutique pour les maladies dites négligées, c'est un groupe de 50 maladies infectieuses et parasitaires, c'est qu'à la fin des années 90, on n'avait plus rien pour les traiter. C'est-à-dire, on était dans une impasse. Par exemple, dans la maladie du sommeil, on était encore en train d'utiliser des dérivés de l'arsenic, alors qu'ils étaient beaucoup moins efficaces pour tuer le parasite et toujours aussi toxiques au point de tuer un malade sur 10, un malade sur 20. Donc on était dans finalement l'impossibilité de pratiquer notre métier correctement dans beaucoup de situations. Parmi les innovations déjà utilisées sur les terrains MSF ou attendues avec impatience par les équipes, on trouve un nouveau vaccin contre la méningite, mais aussi le développement d'un nouveau test de charge virale à destination des malades du sida, ou encore de nouveaux médicaments pour les personnes qui souffrent de la maladie du sommeil ou de Chagas,
afin de se débarrasser des anciens, inefficaces, voire toxiques. Il reste pourtant un territoire immense à défricher. Quand on a regardé sur le plan qualitatif, ce groupe, une cinquantaine de maladies, on s'est aperçu qu'il y en avait un tout petit nombre, 16%, je dirais, pour lesquels la situation était à peu près couverte avec ce qu'on avait, ce qui était sorti récemment, mais pour la moitié de ces maladies, c'est absolument pas le cas. Il y a toujours un déficit qualitatif important, soit en prévention, soit en traitement, parfois dans les deux. Et puis pour 25% de ces maladies, il n'y a rien du tout. La question de l'innovation ne se pose pas que dans les laboratoires. En attendant les pilules miracles, sur le terrain, on adapte les protocoles, on bouscule les organisations, on dépoussière les vieilles habitudes. Par exemple, quand on décide de simplifier l'administration de certains soins, comme on l'a fait pour les patients atteints par le VIH, en allégeant le contrôle biologique, en utilisant des infirmières plutôt que des médecins dans un certain nombre de situations, en faisant beaucoup porter l'effort sur le transfert de connaissances aux malades par le biais de ce qu'on appelle le conseil aux patients. Tout ça, c'est de l'innovation médicale avec un impact très très important, parce que si aujourd'hui il y a des millions et des millions de patients sous traitement antirétroviraux contre le VIH, c'est parce qu'on a trouvé de nouvelles formes d'organisation. Avec les formes d'organisation initiales, on n'aurait jamais pu atteindre les 8 ou 10 millions vers lesquels on se situe aujourd'hui. Ce qu'il manque toujours, ce sont les outils révolutionnaires. Des vaccins qui ne nécessitent ni chaîne de froid, ni injection, des tests rapides, fiables, utilisables en milieu précaire, des traitements ambitieux pour les maladies qui font de la résistance, parmi lesquelles la tuberculose. Cette première décennie d'innovation laisse beaucoup de questions en suspens. Mais 10 ans, c'est peu à l'échelle de la recherche pharmaceutique.